Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Ouais, il y a vraiment une réflexion à faire pour nous tous. Là, on ne le fera pas là, puis c'est l'été, puis c'est les vacances qui s'en viennent. Mais peut-être cet automne, là, on va revoir tu sais, des espèces de redditions de comptes, avoir des explications. J'écoutais Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, dire, là, les coûts explosent, tu veux faire des travaux dans une ville, les entrepreneurs t'attendent avec, tu sais, le crayon bien appuyé sur la facture. Voici combien ça va coûter. Puis là, tu dis, bon, je vais aller voir ailleurs. Finalement, ils sont 2-3 juste à produire, par exemple, des poteaux pour des feux de circulation. Là, tu dis, ben OK, c'est quoi l'option? Là, si je fais pas affaire avec toi, je fais affaire avec l'autre. Puis là, ils sont entendus sur des prix qui ont explosé. On est vraiment mal pris. Puis là, on est dans cette espèce de contexte-là où tu dis, est-ce qu'on a une seule façon de faire? Est-ce que c'est une espèce de social-démocratie qu'on a depuis toujours au Québec, là, où on se dit, ben, on va travailler de la façon dont on travaille. Comme depuis des années, tu as les mêmes sous-ministres qui sont en place, les mêmes mandarins qui sont en place, les élus changent de poste, mais finalement, la machine gouvernementale est plus forte que tout. On l'a vu avec le procès Satlic aussi. Là, c'est rendu, je vous rappelle, l'LGS, qui appartient maintenant à IBM, qui a chargé des centaines de millions de dollars de trop pour le programme informatique pour la SAAC, qui ne se présentent même pas à la commission Galland. Ils sont tellement baveux, ils ne se présentent même pas. Ils demandent aux avocats de la SAAC, payés par nous, de représenter ceux qui nous ont envoyé des factures pas nécessairement justifiées. Là, je me disais, OK, et si on avait une autre approche? Une approche, disons, tu sais, on est pas mal à gauche au Québec. Là. Moi, je suis d'accord avec ça, là, un certain centre-gauche. Je suis d'accord avec cette approche-là. Si on allait un peu plus à droite, avec nous, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, est candidat dans Arthabasca. Monsieur Duhem, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Moi, je me disais, le Parti conservateur du Québec, là, tout le monde vous décrit comme un parti de droite. Là. Oui. Moi, j'ai le goût de vous dire ce midi, prouvez le don. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour le prouver. Là, on est le seul parti qui propose d'additionner le privé en santé. On est le seul parti qui dit qu'il faut équilibrer le budget rapidement. On est le seul parti qui dit qu'il faut exploiter nos ressources pour créer de la richesse au Québec, nos hydrocarbures notamment. Je veux dire, on le prouve sur l'ensemble des sujets là, qui défraient l'actualité depuis très longtemps. Oui, mais ça, c'est dans les intentions, Éric Duhem. Là, par exemple, là, je vais vous amener sur des exemples qu'on vit au quotidien. Là. J'en parlais tantôt. Là, il y a une grève là, à la STM. Hein? Là, ça touche les travailleurs. Ça touche tout le monde. Là, on va réduire les moyens de pression le temps du Grand Prix. Mais après, on va remettre ça là, c'est les travailleurs, les employés d'entretien. Après, ça va être les chauffeurs d'autobus. Après, ça va être les employés de bureau. Après, ça va être les opérateurs de métro, les techniciens professionnels, les constables spéciaux. Vous, là, au Parti conservateur, Éric Duhem, comment vous gériez ça? Ben d'abord, moi, ça fait longtemps, là, c'est pas d'hier, là, il y a 15 ans ou 20 ans, je me souviens plus en quelle année, j'avais même écrit le projet de loi de l'ADQ à l'époque. Là. Nous autres, on disait qu'il fallait rendre le transport collectif un service essentiel, puis qu'il y ait en tout temps minimum 80% des services qui soient obligatoires. Donc, comme ça se fait d'ailleurs dans un paquet de pays dans le monde, hein, un paquet de pays européens sont dans cette dynamique-là aussi. Là. Donc ça, c'est une partie de la solution. L'autre partie de la solution, c'est de commencer à avoir un peu de compétition puis d'avoir du privé en matière de transport collectif. Comme ça aussi, ça se fait à peu près partout. Là. Les monopoles publics de transport en commun, là, c'est un modèle qui est désuet. Vous savez comme moi, là, les gens sont de plus en plus insatisfaits, il y a de plus en plus de grèves, puis il y a un cumul de plus en plus de déficits. La concurrence, ça fait de mal à personne. D'avoir un système, ça, c'est plus à plus long terme, là, parce qu'il faut mettre ça en place, il faut avoir des appels d'offres et tout ça, là, mais ça réglera pas le problème d'un matin du conflit à Montréal. Mais je pense qu'il faut avoir une vision à long terme aussi. Il faudrait commencer à penser à instaurer là, de la concurrence en matière de transport collectif. OK, mais si vous voulez rendre ça obligatoire, là, par exemple, les transports en commun, comment vous l'appliquez? Est-ce que vous mettez des amendes? Est-ce que vous mettez du monde en prison? Qu'est-ce que vous faites? Mais écoutez, on réinvente pas la roue, là. Ça existe déjà, par exemple, pour la santé.
Les gens là, qui travaillent dans le système de santé ne peuvent pas demain matin décider que demain matin, on met les malades dehors puis qu'il n'y a plus de service de plus de soins aux malades. Là. C'est très, très encadré. Puis les syndicats, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils se négocient leurs conditions de travail, mais ils ne peuvent pas prendre la population en otage. Et il faut faire la même chose au niveau du transport collectif. Là. C'est pas sorcier, puis ça se fait déjà à d'autres niveaux. Donc, c'est pas on réinvente pas la roue. Puis comme je vous dis, c'est un projet de loi que Mario Dumont avait déposé. C'est moi qui l'avais rédigé, je m'en souviens comme c'était hier. Ouais. Ça fait 20 ans. Là. Puis on tourne en rond, puis depuis ce temps-là, il n'y a personne d'autre à part l'ADQ, puis aujourd'hui, le Parti conservateur du Québec qui propose ça. Mais la loi 89, ça fait-tu votre affaire, ça? Est-ce que c'est assez pesant, ça, pour changer les choses? C'est un pas dans la bonne direction, mais ça va prendre beaucoup plus que ça pour remettre les syndicats à leur place. Là. OK. Il faut faire la différence. Là. Les syndicats et les syndiqués, c'est deux choses bien différentes. Là. Les syndicats au Québec, là, il y a eu un dérapage là, depuis très longtemps, puis il n'y a pas un parti politique qui ose se tenir debout face au corporatisme syndical. Vous le savez, M. Dutrisac, j'en ai même déjà parlé avec vous, j'ai même publié un livre là-dessus qui s'appelle « Libérez-nous des syndicats ». On a un problème au Québec et les syndicats ne font pas partie de la solution, ils font partie de ceux qui poussent pour ne pas changer le système, pour empêcher de débureaucratiser, de donner un peu plus de répit aux contribuables, d'améliorer les relations de travail. Quand vous dites que 91% des grèves au Canada sont au Québec, alors qu'on est juste 23% de la population, ça vous donne une idée du problème qu'on a à l'heure actuelle. OK. D'un autre côté, Éric Duhaime, la reddition de comptes. Là, tu as Jean-Marc Arbeau qui reçoit une prime en 2024 de 775 000 plus son salaire d'1 225 250 000. Le REM marche quand il y a du vent dans le dos. Là, tu as Satlic ou SGS qui a été acheté par IBM se présente même pas avec des avocats devant la commission Galland. Il utilise les avocats de la SAC pour être représentés, pour ne pas révéler l'entente que LGS a conclue avec le gouvernement du Québec. On dirait qu'il n'y a personne qui est redevable de rien au Québec. Sous votre guide, vous autres, là, votre gouverne, Éric Duhaime, vous feriez quoi? Mais la première chose, là, c'est que non seulement ils sont pas imputables, vous avez tout à fait raison là-dessus, mais ils sont beaucoup trop nombreux. La première étape, là, c'est de dégraisser la machine. Nous, ce qu'on dit juste dans la fonction publique, là, on abolirait 20 000 postes. François Legault, quand il a été élu, il nous avait dit qu'elle allait en baisser de 5 000. Il l'a augmenté de 10 000. Nous, on dit qu'il faut baisser ça de 20 000. Ça, c'est juste la fonction publique. Il y a beaucoup trop de monde qui travaille pour le gouvernement au Québec. Et ça empêche des entreprises privées d'avoir des employés et ça alourdit le fardeau fiscal qui fait qu'on est les citoyens les plus taxés du continent. Pour ce qui est de la reddition de comptes comme telle, c'est sûr que ça prend davantage de transparence. Puis quand les gens acceptent de travailler dans la fonction publique, ils veulent servir, ils veulent pas se servir. Et malheureusement, on a souvent l'impression ces temps-ci que c'est le contraire. Puis, on devient de plus en plus cynique par rapport à la politique, par rapport à tout ce dont on discute présentement. Parce que on voit, puis on entend des choses. Là. La commission Galland, elle est en train de nous en révéler, comme la commission Charbonneau nous en a déjà révélé à une autre époque. Ouais. Mais il y a combien de ces gens-là qui vont faire face à la justice et qui vont se ramasser derrière les barreaux? Zéro. Parce que on parle pas là de gens qui ont mal géré ou qui ont pris une mauvaise décision ou que le marché n'a pas répondu correctement par rapport à ce qui se passait. Là. On parle de gens qui ont carrément violé des lois, là. Et si vous violez, n'importe quel employé qui violerait une loi, n'importe lequel, automatiquement, dans l'entreprise, il perdrait son job. Comment ça fait qu'au gouvernement, il n'y a pas d'imputabilité? Tout le monde se pose la question. Comment ça fait que ces gens-là ne sont pas devant les tribunaux au moment où on se parle? Bien, ça, c'est l'UPAC qui ne fait pas son travail. Il y a eu une demande en 2023 de l'UPAC d'enquêter. Puis là, ils viennent de commencer en février dernier, mars dernier. L'UPAC aussi, vous feriez quoi avec ça? Ben, c'est ça, c'est pas juste l'UPAC, là, c'est l'UPAC qui ont créé une division, là, puis on comprend que c'est sur la corruption puis la collusion, c'est ça qu'on voit à la SAC. Mais ça peut être n'importe quelle instance là, qui enquête, là, n'importe quelle instance policière. Là. La direction des poursuites criminelles et pénales peut déposer des plaintes, des accusations contre ces gens-là. Là. Il y a pas, mais moi je pense que il faut qu'il y ait de toute évidence enquête, puis les coupables doivent témoigner devant les tribunaux. Là. C'est trop grave ce qui se passe. 1,1 milliard de dollars. Là. Ben oui. C'est astronomique. Mario Dumont donnait les ordres de grandeur cette semaine de cette affaire, dresser les cheveux de sa tête. En Ontario, il y a plus de monde, puis il y a plus de services que la SAC, parce qu'il y a toutes sortes d'autres permis là aussi qui sont rattachés au service.
il expliquait combien ça avait coûté la transformation numérique. C'est une affaire comme 100 millions ou quelque chose comme ça. C'est une fraction de ce que ça a coûté au Québec, là. C'est odieux ce qui se passe. Puis ça nous scandalise un peu, puis on en parle, vous puis moi, là. Mais après-midi, le monde va être terrasse, puis personne, ça va passer la tête aux 100 pieds au-dessus de la tête de tout le monde, là. C'est ça qui est grave. C'est que c'est tout le temps comme ça. Puis c'était juste la SAC qui dit, OK, on a un problème isolé. Mais regardez ailleurs, là, je pourrais vous parler de Lyon Électrique. Là, ils viennent de remettre encore de l'argent là-dedans dans un fiasco épouvantable de l'électrification des transports scolaires. On a perdu 450 millions comme contribuables là-dedans, dans cette aventure-là. Puis là, ils s'apprêtent encore une fois à recommencer à financer des autobus électriques. C'est n'importe quoi. Puis les dossiers, on pourrait les accumuler. Vous le savez comme moi, il y en a tous les jours, il y a une nouvelle tuile qui lui tombe sur la tête. Oui, puis là, il y a Santé Québec. Santé Québec, là, créée par Christian Dubé. Là, il y a une agence qui va être créée par Mme Guilbeault pour les transports. Est-ce que c'est ça la voie de l'avenir, d'avoir un ministère pour lequel on paye, mais qui décide de rien puis qui ne fera pas grand-chose? Il y a 50%, plus que 50% maintenant, des dépenses de programmes au Québec qui vont dans le ministère de la Santé, okay, qui vont pour les soins de santé. Il y a à peu près la moitié des gens puis de l'argent qui va dans des structures. Okay? Elle ne va pas sur le plancher des vaches pour vous offrir des meilleurs soins, là. On paye énormément de taxes et d'impôts au Québec. Le problème, c'est pas parce qu'on paye pas assez, là. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de bureaucratie. Ça a été quoi la solution de la CAQ? Ajouter un autre étage de bureaucrates pour engager des top guns à plusieurs centaines de milliers de dollars chaque. Là. Et exactement comme on avait eu un autre gouvernement avant qui avait ajouté une autre couche de bureaucratie. C'est que ça, ils brassent des structures. La solution, là, c'est pas compliqué, c'est d'instaurer du privé puis d'avoir de la concurrence. C'est à partir du moment où il va y avoir un hôpital privé en face d'un hôpital public. Quand Maisonneuve-Rosemont, là, l'autre bord de la rue, il va y avoir un hôpital privé qui va s'appeler chez Benoît, là. Bien, chez Benoît, ils vont offrir des meilleurs soins à meilleur coût dans des délais plus courts. Ouais. Et l'assurance publique, là, bien, il faudrait qu'elle soit capable de payer d'un bord ou de l'autre. Elle veut offrir le service plus rapide à meilleur coût aux patients. Et c'est ça qui est, tant qu'à nous, la solution. Juste brasser les structures et garder un monopole public, on va créer toujours le même résultat qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'offrir des soins de moins en moins bons qui coûtent de plus en plus cher. Oui, mais là, chez Benoît, il ne servirait pas de la sauce brune après un accouchement ou un cancer, ce que j'ai vu dans certains hôpitaux au Québec. Dites-moi donc, Éric Duhem, avant qu'on se quitte, là, est-ce que, là, vous dites, tu sais, là, on va rendre obligatoire, puis reddition de comptes et tout ça, là, mais ça prend des conséquences. Il y a des conséquences à rien ni personne. Moi, je veux savoir si vous êtes juste une droite de salon. Donc, Éric Duhem, comment vous trouvez l'action de Donald Trump qui envoie la garde nationale à Los Angeles pour calmer tout le monde? Ouais, écoutez, très honnêtement, là, moi, je fais du porte-à-porte à tous les jours dans Arthabasca présentement. Là, je suis à Victoriaville en train de me promener d'une porte à l'autre. Je suis pas beaucoup ce qui se passe à Los Angeles. Là, j'ai vu ça comme vous, là, mais j'ai pas suivi ça dans le détail. Là. Je peux, c'est pas, c'est loin des défilez, là. Vous défilez. Non, mais je peux vous dire que le monde dans le porte-à-porte, il n'y a pas un chat qui m'a parlé de ce qui se passait à Los Angeles. Le monde, savez-vous de quoi qu'il me parle, M. Dutrisac? Il me parle du fait qu'ils sont plus capables de payer leur épicerie. Il me parle du fait qu'ils renouvellent leur hypothèque puis qu'ils savent pas comment ils vont faire pour payer leur maison. Il me parle du fait qu'ils ont pas, à toutes les semaines, ils ont l'impression de s'appauvrir. Au Québec, là, il y a une personne sur 10 qui s'est alimentée dans une banque alimentaire dans la dernière année. Mm-hmm. C'est de ça dont le monde me parle, là, de savoir ce qui se passe avec Trump. Puis je sais que les médias parlent beaucoup de ça, là, mais je peux vous dire que sur le plancher des vaches, c'est pas ça du tout dont les électeurs me parlent. Oui, mais là, vous pouvez les rassurer. Michael Sabia a quitté Hydro-Québec sans préavis. Puis là, il est rendu à Ottawa retrouver ses petits amis libéraux fédéralistes. Il est allé voir Mme Freeland en 2019. Il a quitté la Caisse de dépôt sans préavis aussi. Lui, il s'en sac. C'est comme Pierre Fitzgibbon. Il fait mettre de l'argent sur la table, puis après, il s'en va. Il y a un autre point commun avec Pierre Fitzgibbon, je pense, là, c'est qu'il sentait aussi le naufrage arriver. Vous savez que depuis, avec ce qu'ils viennent d'adopter, là, les plans d'expansion d'Hydro-Québec, là, ils prévoient des investissements des dépenses de 180 milliards de dollars dans les prochaines années. Là. C'est gigantesque. On n'a jamais dépensé autant d'argent que ce que Hydro-Québec prévoit dans les prochaines années avec la CAQ. Et la demande en électricité, là, leurs prévisions sont basées sur une croissance très, très, très forte d'électricité, alors qu'on le voit, là, il y a un ralentissement des demandes, par exemple, au niveau du transport électrique. Hein, les voitures électriques sont en baisse. Aux États-Unis, c'est en chute libre. Même ailleurs en Europe,
Donc, est-ce qu'on a fait des prévisions trop optimistes, qu'on s'apprête à dépenser de l'argent pour se ramasser encore une fois qu'un surplus d'énergie? Parce que M. Fitzgibbon nous disait qu'on allait manquer d'électricité, qu'il y aurait une pénurie, il faudrait partir nos lave-vaisselle à 3 heures du matin puis baisser le chauffage dans nos maisons comme en Chine. Puis là, aujourd'hui, on se rend compte que, oups, c'est peut-être le contraire qui est en train de se produire. On va peut-être avoir un surplus d'énergie. Et là, eux, ils pompent de l'argent puis ils veulent mettre 180 milliards là-dedans, qu'on va produire beaucoup plus d'énergie. Donc, je pense que le départ de Michael Sabia là, devrait nous envoyer une alarme, là, puis dire, regarde, on va mettre ça sur la glace pour l'instant, puis on va réévaluer comme il faut, là, parce qu'il y a peut-être péril dans la demeure. Et s'ils sont chanceux, Hydro-Québec, de ne pas être une entreprise privée, parce que leur accès en bourse, aujourd'hui, elle viendrait prendre une maudite débarque. Là. Okay. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, les investisseurs n'aimeraient pas ça, voir un haut gestionnaire de ce niveau-là se défiler 72 heures après que le gouvernement adopte une loi sur l'énergie hyper importante avec un bâillon. Est-ce que vous trouvez que Michael Sabia, sa parole ne vaut pas grand-chose? Il avait signé un contrat jusqu'en 2028, quand même. Oui, c'est un autre ça va être il n'y a pas d'imputabilité, là. Il y a une promotion, lui, là, il se ramasse à la tête des fonctionnaires à Ottawa pour avoir abandonné son mandat en plein milieu, puis ça a créé le Québec là, puis en plein 3 jours après que le projet de loi a été adopté. Pensez-vous vraiment, M. Dutrisac, qu'il ne savait pas qu'il s'en allait? Pensez-vous qu'il a négocié ça en 2 heures avant d'annoncer ça hier, là? Non, ça fait des semaines que ça se trame, cette affaire-là. Là. Ouais. Ils savaient, puis ils ont demandé d'attendre avant que la nouvelle avant que le projet de loi soit adopté, avant qu'il saque son camp. Trouvez-vous ça normal? Trouvez-vous ça honnête? Bon, on se laisse là-dessus. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec et candidat dans Arthabasca. Merci. À la prochaine. Toujours un plaisir. Au revoir. Salut.